J'ai enterré mon mari il y a 4 ans. Sous la pluie, je me tenais devant un cercueil vide, je tenais la main de mon fils et je lui disais que son père ne rentrerait jamais à la maison. Je le croyais. J'ai construit toute une vie sur cette croyance. Une vie plus petite, plus tranquille, mais la mienne. Et puis, un mardi après-midi, quelque part au-dessus du Colorado, mon fils de 9 ans s'est tourné vers moi, le visage couleur de cendre, et a murmuré 4 mots qui ont fendu mon monde en deux. Maman, papa est là-bas. J'en ai ri. Je lui ai dit que ce n'était pas possible. Puis je me suis retourné, j'ai vu la montre au poignet de cet homme et j'ai arrêté de respirer. Le voyage avait été l'idée d'Ethan. Ou peut-être était-ce la mienne et je l'avais laissé croire que c'était la sienne. Quoi qu'il en soit, il m'avait fallu 4 ans pour l'accepter. Nos premières vraies vacances depuis la mort de Christian. Juste nous deux, 5 jours sur la côte du Golfe. J'avais réservé un complexe avec une piscine en forme d'étoile de mer parce qu'Ethan avait pointé la photo du doigt et dit, celui-là, sans hésitation, et quelque chose en moi s'était brisé de soulagement en le voyant à nouveau désirer quelque chose. Nous étions à la porte d'embarquement quand il est devenu silencieux pour la première fois. Je l'ai remarqué de la même manière que je remarquais tout chez lui maintenant, avec précaution, comme on vérifie une blessure pour voir si elle s'est rouverte. Il regardait fixement par-dessus mon épaule, la file d'embarquement derrière nous. Ethan ? Il n'a pas répondu. J'ai suivi son regard et n'ai vu qu'une foule de gens ordinaires traînant des valises ordinaires. Une femme au téléphone, un homme avec une veste grise qui nous tournait le dos. Ça va, mon grand ? Il a hoché la tête trop vite. Le genre de hochement de tête qui n'est pas vraiment une réponse. J'ai laissé tomber. Les enfants deviennent étranges dans les aéroports. Trop de stimulation, trop d'inconnus, trop d'attentes. Je me suis répété cela tout le long de la passerelle, jusqu'à nos sièges 14C et 14D, une rangée que nous avions choisie ensemble sur le plan des sièges 2 semaines plus tôt, Ethan traçant son doigt le long du couloir comme si c'était un labyrinthe. Nous nous sommes installés. Je l'ai aidé avec sa ceinture de sécurité même s'il n'avait plus besoin d'aide, parce que certaines habitudes survivent à leur utilité et que je n'avais pas encore trouvé comment m'en défaire. L'avion a roulé. Ethan était assis, rigide à côté de moi, ses jointures pâles autour de la coudoir. Et quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, il a répété la même chose, plus bas cette fois, comme s'il craignait que le dire plus fort ne le rende plus vrai. Papa est assis 2 rangées derrière nous. Je me suis retourné avant de pouvoir me retenir. Je me suis dit que je le faisais pour lui prouver qu'il avait tort, pour lui montrer qu'il n'y avait que des inconnus, afin qu'il puisse se détendre et profiter de ses vacances comme un petit garçon normal. Il y avait un homme 2 rangées en arrière, côté couloir, un livre de poche ouvert sur son genou qu'il ne lisait pas. Des cheveux châtains parsemés de gris aux tempes d'une manière que j'ai reconnue avant de m'autoriser à la reconnaître. Des épaules larges, légèrement voûtées, cette façon particulière de s'asseoir d'un homme qui essaie de prendre moins de place que son corps ne le voudrait. Mon estomac s'est noué avant que mon esprit ne rattrape le coup. Et puis j'ai vu sa main gauche posée sur la coudoir et, dessus, une alliance et la façon dont son pouce bougeait contre elle. Une vieille habitude inconsciente, tourner la bague en petit cercle quand il réfléchissait intensément à quelque chose auquel il ne voulait pas penser. J'avais l'habitude de regarder Christian faire ça à la table de la cuisine pendant qu'il s'occupait de nos impôts. Je l'avais regardé faire dans la salle d'attente de l'hôpital la nuit où Ethan est né. Je me suis retourné vers l'avant. Mes mains tremblaient si fort que j'ai dû les presser à plat contre mes cuisses. Je me suis dit que c'était le deuil qui me jouait des tours, le talent cruel de l'esprit pour construire un visage aimé à partir de rien. La mâchoire d'un inconnu, les mains d'un inconnu, 4 années de manque de quelqu'un déversé dans le mauvais corps. Je me suis raconté cela pendant tout le vol, 3 heures à me raconter une histoire à laquelle je ne croyais plus. Pendant ce temps, à côté de moi, Ethan était assis, figé et silencieux, chuchotant de temps en temps des choses que je ne voulais pas entendre. Il m'a regardé. Maman, quand nous embarquions, il m'a regardé droit dans les yeux et puis il a détourné le regard très vite. Je ne lui ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Je regardais fixement le dossier du siège devant moi, le petit écran montrant notre trajectoire de vol rampant sur une carte du pays. Et j'ai pensé au drapeau plié qu'on m'avait donné lors de la cérémonie, celui sous lequel il n'y avait pas de corps, celui que la garde côtière n'avait pas pu récupérer de 60 pieds d'eau froide au large des côtes du Maine. J'ai pensé à 4 années d'anniversaire, de Noël et de mardi soir où je mettais la table pour 2 et débarrassais une assiette qui n'avait jamais été salie.
J'ai pensé à quel point, avec quelle minutie, je m'étais laissé croire qu'il était parti, parce que l'alternative, qu'il ait pu choisir de nous quitter, était une blessure à laquelle je ne pouvais pas survivre 2 fois. L'avion a commencé sa descente. Mes oreilles se sont bouchées. Ethan a tendu la main et a pris la mienne, et ses doigts étaient glacés. Quand nous avons atterri, le signal de la ceinture de sécurité s'est éteint et la cabine s'est remplie du remue-ménage des gens qui se levaient, attrapaient leurs sacs, murmuraient entre eux avec le soulagement particulier de l'arrivée. Je suis resté assise aussi longtemps que j'ai pu, mais finalement le couloir s'est vidé, et l'homme 2 rangées derrière s'est levé et s'est retourné, et pendant une seconde entière, à travers la largeur d'une cabine d'avion commercial, nous nous sommes regardés droit dans les yeux. C'était le visage de Christian. Plus vieux, plus mince, marqué par ce que 4 ans et une vie différente peuvent faire à un homme. Mais c'était son visage, le visage que j'avais mémorisé dans un couloir d'hôpital, le visage que j'avais embrassé pour dire au revoir 1000 matins ordinaires, le visage que j'avais pleuré jusqu'à ce que le deuil devienne simplement ce que j'étais. Mon mari était vivant, et il se tenait à 2 rangées de moi, me regardant comme si j'étais le fantôme. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas couru vers lui. Un instinct plus vieux que le choc a maintenu mon corps immobile, a gardé mon visage arrangé en quelque chose qui pouvait passer pour de la confusion, tandis que chaque partie de moi qui avait passé 4 ans à apprendre à survivre sans lui, hurlait silencieusement à la place. Christian a détourné le regard le premier. Il a pris un sac de sport dans le compartiment supérieur, a dit quelque chose à voix basse à une femme qui se tenait à côté de lui, une femme que je n'avais même pas remarquée jusqu'à ce moment, blonde, peut-être dans la mi-trentaine, portant des lunettes de soleil relevées dans ses cheveux. Et a remonté le couloir sans se retourner. Ethan m'a serré la main si fort que ça faisait mal. C'était lui, n'est-ce pas, maman? C'était vraiment lui. Je dis à mon fils la seule chose vraie qu'il me restait. Je ne sais pas encore, mon chéri, mais nous allons le découvrir. Nous avons récupéré nos bagages dans un brouillard. J'ai traversé la zone de livraison des bagages en pilote automatique, scrutant chaque visage, chaque veste grise, chaque paire d'épaules qui pourrait appartenir à un homme mort. Je l'ai aperçu une fois de plus près des comptoirs de location de voitures, la main de la femme blonde glissée dans son bras. Tous 2 riant de quelque chose de facile et sans hâte, comme des gens qui n'ont nulle part où aller d'urgent et rien à cacher. La banalité de la scène était presque pire que le choc. Mon mari était mort si facilement, si plausiblement, que j'avais construit des funérailles, une pierre tombale, une version de ma vie autour de son absence. Et le voilà, riant dans un aéroport 4 ans plus tard, bronzé et vivant, et touchant la main d'une autre femme comme si elle y appartenait. Je ne l'ai pas confronté. Chaque instinct me disait de le faire. Mais quelque chose de plus froid et de plus pratique a surgi sous la panique. Le même instinct peut-être qui m'avait aidé à traverser sa cérémonie sans m'effondrer, à travers les formalités d'assurance, à travers l'année qui a suivi où j'ai dû réapprendre à combler un silence. J'avais besoin d'informations avant d'avoir besoin de réponses. Alors au lieu de courir vers lui, je l'ai suivi tranquillement, à distance. La main d'Ethan verrouillée dans la mienne. Ils sont montés dans une navette de l'hôtel. J'ai vérifié le logo cousu sur le polo du chauffeur par rapport à l'email de confirmation encore ouvert sur mon téléphone. C'était le même complexe, exactement celui que j'avais réservé 8 semaines plus tôt sur un coup de tête parce que mon fils avait montré du doigt une piscine en forme d'étoile de mer. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. Et même dans mon état second, je le savais. Des coïncidences de cette ampleur n'arrivent pas par accident. Soit quelqu'un savait que nous venions, soit quelque chose de plus étrange était à l'œuvre. Et l'une ou l'autre de ces possibilités me terrifiait plus que de voir son visage. J'ai appelé Daniel Ross depuis l'arrière d'un taxi, ma voix plate et étrange à mes propres oreilles. Daniel avait été notre avocat de famille pendant 12 ans, s'était assis à côté de moi pendant tout le processus pour faire déclarer Christian légalement mort, m'avait littéralement tenu la main le jour où le règlement de l'assurance est arrivé. Quand je lui ai dit ce que j'avais vu, il y a eu un long silence sur la ligne, assez long pour que je pense que l'appel avait été coupé. Julia, a-t-il finalement dit, si c'est vraiment Christian, vous devez comprendre ce que vous décrivez. Vous décrivez une fraude à l'assurance. Vous décrivez un homme qui a laissé un certificat de décès être émis à son nom. Ce n'est pas un malentendu. C'est un crime, et c'est un crime dont vous avez bénéficié sans le savoir. Je n'y avais pas pensé de cette façon. Je n'avais pensé à lui que comme mon mari, mort et maintenant, d'une manière ou d'une autre, pas mort.
Je n'avais pas pensé aux 240 000 $ placés dans un fonds pour l'éducation d'Ethan. La police d'assurance qui m'avait permis de garder notre maison. Le fait que chaque dollar reposait maintenant sur un mensonge que je ne savais pas que je vivais. Ne l'approchez pas, a dit Daniel. Ne dites rien à personne dans cet hôtel. Observez simplement et appelez-moi si quelque chose change. Je dois vérifier quelques petites choses de mon côté. Cette nuit-là, après qu'Ethan se soit endormi d'épuisement dans la chambre à côté de la mienne, je me suis assise sur mon balcon, les lumières éteintes, et j'ai écouté. Les voix se propageaient étrangement le long de la rangée de balcons qui donnait sur la piscine de la cour et, 2 étages plus bas et 3 portes plus loin, j'ai entendu une voix que j'aurais reconnue n'importe où, même maintenant, même après tout, basse, sans hâte. Avec cette cadence particulière qu'il utilisait quand il essayait de calmer quelqu'un. Je ne pouvais pas distinguer les mots. Je n'en avais pas besoin. Il n'y avait plus de place pour le doute. Je suis restée assise, très immobile dans le noir pendant un long moment, passant mon pouce le long du bord de ma propre alliance, celle que je portais encore. Bien que je me sois dit pendant des années que ce n'était qu'une habitude. J'ai pensé à la version de moi qui s'était agenouillée dans un cimetière et avait jeté une poignée de terre sur une boîte vide. J'ai pensé à ce qu'elle ressentirait si elle savait ce que je savais maintenant, que l'homme qu'elle avait pleuré avait un rire et une voiture de location, et la main d'une femme glissée dans son bras, et avait simplement choisi à un moment donné de ne pas rentrer à la maison. Vers minuit, j'ai entendu des pas sur la passerelle en bas et, contre toute attente, je me suis penché vers la balustrade et j'ai regardé en bas. Christian se tenait seul près de la piscine, le dos principalement tourné vers moi, le téléphone collé à l'oreille, la voix trop basse pour être entendue. Et puis, comme si un vieil instinct lui disait qu'il était observé, il a tourné la tête et a regardé directement vers mon balcon. Nos regards se sont croisés pour la 2e fois ce jour-là. Cette fois, il n'a pas détourné le regard le premier. Il a soutenu mon regard pendant 3 longues secondes, assez longtemps pour que quelque chose passe entre nous qui n'avait pas de nom, pas tout à fait de la reconnaissance, pas tout à fait un avertissement. Et puis il s'est retourné et est rentré rapidement à l'intérieur, comme un homme qui venait de réaliser qu'il avait été surpris. Au matin, j'ai compris quelque chose qui a changé la forme de tout. Christian n'avait pas été surpris de me voir. Ce simple regard sur le balcon l'avait confirmé. Un homme qui croit être tombé sur sa femme supposément morte par pur accident ne se contente pas de lever les yeux, de maintenir le contact visuel et de s'en aller comme s'il fermait une porte. Il réagit. Il panique, ou il court vers vous, ou il se fige complètement. Christian n'avait rien fait de tout cela. Il m'avait regardé comme un homme regarde un problème dont il s'attendait à ce qu'il arrive un jour ou l'autre. Je n'ai pas dormi. J'ai passé les premières heures à retourner cette pensée. Et au moment où Ethan s'est réveillé, j'avais pris une décision. Je n'allais pas aller à cette piscine pour exiger une explication. J'allais découvrir exactement à quoi j'avais affaire avant de lui faire savoir à quel point je me doutais déjà de beaucoup de choses. J'ai déposé Ethan au club pour enfants de l'hôtel pour la matinée, une petite miséricorde de le voir courir vers un groupe d'autres enfants, temporairement soulagé, et je suis allé à la réception avec une question fabriquée sur une erreur de facturation sur ma chambre. Le genre de petit mensonge qui fait parler un employé d'hôtel. J'ai décrit Christian avec soin, sans utiliser son nom. Le jeune homme à la réception, désireux d'aider, a affiché une réservation et a tourné l'écran vers moi avant de se reprendre. Le nom sur la chambre n'était pas Christian Price. C'était Christopher Reyes. Je me suis forcé à le remercier et à m'éloigner calmement, bien que mes mains n'aient cessé de trembler qu'une fois de retour dans ma chambre, la porte verrouillée. Un homme ne se retrouve pas accidentellement avec un prénom et un nom de famille différents. Cela demande un passeport. Cela demande des années de travail discret et délibéré. J'ai loué une voiture cet après-midi sous prétexte de vouloir voir la côte, et à la place, j'ai observé. Je ne suis pas fier de la facilité avec laquelle je m'y suis mise. Le stationnement 2 rangées en arrière, les lunettes de soleil, l'immobilité particulière d'une femme prétendant lire un livre de poche tout en cataloguant en réalité chaque personne qui entrait et sortait d'un hall d'hôtel. Le deuil m'avait appris la patience. Apparemment, il m'avait aussi appris à disparaître à la vue de tous. J'ai observé Vanessa. J'avais entendu Christian l'appeler ainsi une fois, doucement, de l'autre côté de la terrasse de la piscine, rire de quelque chose sur son téléphone pendant que Christian était assis à côté d'elle, silencieux, scrutant la foule comme le fait un homme habitué à vérifier les sorties. Je les ai regardés partir ensemble dans une berline de location juste après 16 heures,
et j'ai suivi à une distance qui semblait à la fois imprudente et inévitable. Ils ont roulé 20 minutes à l'intérieur des terres jusqu'à un restaurant de centre commercial, banal, le genre d'endroit que les touristes ne trouvent jamais. Vanessa a attendu dans la voiture. Christian est entré seul et s'est assis en face d'un homme plus âgé que je n'ai pas reconnu. Cheveux argentés, un costume trop formel pour le cadre, un dossier en cuir posé précisément sur la table entre eux comme un accessoire dans une scène répétée de nombreuses fois auparavant. Je n'ai pas pu m'approcher assez pour tout entendre. Je me suis assise 2 box plus loin, mon téléphone calé contre un distributeur de serviettes en papier, enregistrant, priant pour que le bruit ambiant du restaurant n'avale pas chaque mot. La plupart l'ont été, mais des fragments ont survécu. L'assurance ne rouvrira pas le dossier si personne, les documents sont en règle. Christopher, j'ai fait en sorte qu'elle ne puisse jamais savoir que le compte existe. Je suis resté figé pendant le reste de la conversation, incapable de manger la nourriture que j'avais commandée pour me couvrir, regardant mon mari supposément mort hocher la tête en écoutant les instructions d'un inconnu sur des documents. Des comptes et des choses que je n'étais apparemment jamais censé savoir. Cette nuit-là, j'ai envoyé l'enregistrement et tout ce que j'avais appris à Daniel. Il m'a rappelé dans l'heure, et sa voix avait perdu son calme prudent d'avocat. Julia, j'ai cherché tout ce que je pouvais sur Christopher Reyes. Il y a un numéro de sécurité sociale, un permis de conduire délivré il y a 3 ans au Nevada. Un historique de crédit qui remonte à peu près au moment où le certificat de décès de Christian a été déposé. Il a fait une pause. J'ai aussi demandé à nouveau le certificat de décès de Christian Price, juste pour être sûr. Il est toujours enregistré, toujours valide. Pour l'état du Maine, votre mari est mort depuis 4 ans. Alors, lequel est le vrai? C'est ce qui m'inquiète, a dit Daniel. Parce que d'après ce que je peux voir, les deux le sont. 2 identités, 2 vies entièrement documentées, même visage. J'ai pensé à l'homme dans le box du restaurant, faisant glisser un dossier sur une table avec le calme exercé de quelqu'un qui avait fait cela de nombreuses fois auparavant. J'ai pensé au mot assurance et document et ne peut jamais savoir et à une femme attendant patiemment dans une voiture garée sans avoir la moindre idée de ce dans quoi elle s'était embarquée. Ne faites rien, a dit Daniel. Ne le confrontez pas, appelez-moi toutes les heures et si quelque chose change, quoi que ce soit, vous m'appelez d'abord avant de faire quoi que ce soit d'autre. Je lui ai promis que je le ferais. Je le pensais quand je l'ai dit. Mais cette nuit-là, allongé, éveillé, dans une chambre d'hôtel 2 étages au-dessus d'un homme qui avait laissé le monde croire qu'il s'était noyé, j'ai compris qu'observer à distance n'allait plus suffire. Quoi que Christian Price soit devenu, il n'était plus quelqu'un que je pouvais simplement observer depuis un balcon et attendre de comprendre. J'ai décidé de parler à Vanessa le lendemain matin, bien que je me sois dit pendant 1 heure auparavant que je ne le ferais pas. Je me suis dit que c'était imprudent, que Daniel m'avait mis en garde contre ce genre de démarche. Mais je n'arrêtais pas de penser à elle, attendant patiemment dans cette voiture garée devant le restaurant, riant devant son téléphone sans avoir la moindre idée de ce que son petit ami venait de remettre à un inconnu dans un dossier en cuir. Quoi que Christian soit devenu, elle n'avait pas choisi cela. Elle méritait au minimum que quelqu'un la regarde dans les yeux. Je l'ai trouvé seul près de la piscine, Christian étant parti quelque part pour l'une de ses mystérieuses courses. Je me suis assise 2 chaises longues plus loin et j'ai engagé le genre de conversation que les étrangers ont dans les hôtels, sur les pina coladas trop chers, sur le fait de savoir si la plage ou la piscine était mieux dans la chaleur de l'après-midi. Il était facile de parler avec elle, plus chaleureuse que ce à quoi je m'attendais, avec un rire qui venait rapidement et sans tenue. J'ai détesté à quel point je l'appréciais dès les 5 premières minutes. Elle a fini par mentionner son petit ami, comme le font les gens heureux qui cherchent une excuse pour en parler. 2 ans ensemble. Elle m'a dit qu'il avait dit qu'il était veuf, sans enfant. Il lui avait dit cela spécifiquement, que lui et sa défunte femme n'avaient jamais eu d'enfant, que c'était l'un des chagrins silencieux de son premier mariage. Il avait dit qu'il avait déménagé dans l'Ouest pour laisser les vieux souvenirs derrière lui. J'ai gardé un visage impassible et j'ai posé le genre de questions de suivi douce qui invite à plus de partage plutôt qu'à la suspicion. Elle m'a montré des photos sur son téléphone, sans qu'on le lui demande, fière de la manière facile du nouvel amour. Christian sur un sentier de randonnée. Christian cuisinant dans ce que j'ai immédiatement reconnu comme une cuisine qui n'était pas la nôtre. Christian riant de quelque chose hors champ. Et puis une photo, plus ancienne, lors d'un dîner d'anniversaire, sa main gauche posée sur la table et même réduite sur un écran de téléphone, je pouvais le voir. Il portait toujours son alliance.
tourné vers l'intérieur, l'anneau faisant face à sa paume. Facile à manquer à moins de savoir exactement ce que l'on cherchait. Je savais exactement ce que je cherchais. Quelque chose dans ma poitrine s'est brisé d'une manière que je n'avais pas prévue. Pas du soulagement, pas de la justification, quelque chose de plus proche du deuil. Un deuil frais et étrange pour une version de la loyauté que je ne pouvais pas comprendre. Un homme ne garde pas accidentellement son alliance tournée vers l'intérieur de sa main pendant des années tout en construisant une vie entièrement séparée avec quelqu'un d'autre. Ce n'est pas de la négligence. C'est une décision, répétée chaque matin, de se souvenir de ce qu'il avait abandonné. Je me suis excusé avant que Vanessa ne puisse remarquer que mes mains tremblaient. Je lui ai dit que j'avais été ravi de la rencontrer, et je le pensais, et cela m'a déstabilisé plus que presque tout ce qui s'était passé depuis l'aéroport. Ce soir-là, en ramenant Ethan du club pour enfants, Christian m'a trouvé. Pas accidentellement, je comprenais cela maintenant, je comprenais que rien dans les mouvements de cet homme autour de moi n'avait jamais été accidentel. Il est sorti de derrière une rangée de palmiers le long du chemin, et Ethan s'est figé à mi-pas à côté de moi, regardant son père avec une expression que je ne pouvais commencer à nommer. Christian n'a pas regardé Ethan en premier. Il m'a regardé. 4 ans compressés en un seul silence terrible, puis il a dit la seule chose qu'il semblait capable de gérer. S'il te plaît, pas ici. Je voulais lui crier dessus. Je voulais exiger toutes les réponses à la fois. Pourquoi? Comment? Ce qu'il s'était raconté pendant les 4 années où il avait laissé son fils grandir en croyant qu'il était mort. Au lieu de cela, je me suis retrouvé à simplement hocher la tête parce qu'Ethan se tenait juste là, petit et rigide, et regardait son père avec le genre d'espoir brut et sans défense qui a brisé quelque chose dans ma poitrine. Les yeux de Christian se sont alors tournés vers lui, enfin, et quelque chose a traversé son visage, une douleur indubitable, réelle, avant qu'il ne se force à se retourner et à s'éloigner. Ethan n'a pleuré qu'une fois de retour dans notre chambre. Il m'a posé des questions auxquelles je n'avais pas de réponse. Pourquoi papa ne m'a pas serré dans ses bras? Pourquoi avait-il l'air triste? Est-ce qu'il va rentrer à la maison maintenant? J'ai serré mon fils dans mes bras et lui ai dit la seule chose honnête qu'il me restait. Je ne sais pas encore, mon chéri, mais je vais le découvrir, et je te promets que je ne m'arrêterai pas tant que je ne l'aurai pas fait. Plus tard, une fois qu'Ethan s'était enfin endormi, je suis sorti sur le balcon pour prendre l'air et j'ai remarqué quelque chose que je n'avais pas vu auparavant. Un homme en veste sombre se tenait près de l'extrémité de la cour, ne bougeant pas sur son téléphone, observant simplement le bâtiment. Observant, réalisai-je avec un frisson lent, la section exacte où se trouvait la chambre de Christian. J'avais passé 2 jours convaincu que j'étais la seule à chercher la vérité. Debout là, dans le noir, j'ai compris pour la première fois que je n'étais peut-être pas la seule à surveiller Christian Price. Et si c'était vrai, alors ce dont il fuyait il y a 4 ans n'en avait peut-être pas encore fini avec lui. Christian est venu dans ma chambre juste après minuit. J'ai failli ne pas ouvrir la porte. Chaque instinct me disait d'appeler Daniel d'abord, de suivre le plan, de ne pas être seul avec un homme que je ne savais plus comment déchiffrer. Mais je l'ai ouverte quand même, parce qu'une partie de moi avait besoin d'entendre. Quoi qu'il soit venu dire, j'en avais plus besoin que d'être prudente. Il n'a pas essayé de m'embrasser. Il ne s'est pas excusé en premier, comme je l'avais imaginé dans les heures les plus sombres des 2 dernières nuits. Il se tenait sur le seuil, l'air plus vieux que son âge, et a dit la seule chose qui comptait. Tout ce que tu crois sur ce qui m'est arrivé n'est que la moitié de la vérité. Je l'ai laissé entrer. Je me suis assise en face de lui à la petite table près de la fenêtre, les bras croisés, et je lui ai dit de commencer à parler et de ne pas s'arrêter avant que je comprenne tout. Il m'a parlé d'un homme nommé Aldrich Voss, un nom que je n'avais jamais entendu, un partenaire commercial dans une entreprise de logistique d'expédition dans laquelle Christian avait discrètement investi l'année avant sa disparition. Il m'a dit que l'entreprise avait été une façade, qu'il était tombé sur des registres financiers qui ne correspondaient pas, des transferts acheminés via des comptes qui n'existaient que sur le papier. De l'argent se déplaçant selon des schémas qui n'avaient de sens que si l'on supposait que la cargaison expédiée n'était pas la cargaison déclarée. Il m'a dit qu'il avait essayé de contacter les autorités discrètement et qu'en une semaine, quelqu'un lui avait fait comprendre, sans jamais le dire ouvertement, que la sécurité de sa famille dépendait de son silence. Ils ne m'ont pas menacé directement, a-t-il dit. Ils sont plus malins que ça. Ils ont mentionné l'école d'Ethan. Ils ont mentionné ton trajet pour aller au travail. C'était tout le message.
Il m'a parlé de la partie de pêche, de la façon dont ce n'était pas tant un accident qu'une opportunité qu'il avait créée par désespoir. Un bateau chavirait délibérément dans une étendue d'eau connue pour ses courants. Un gilet de sauvetage laissé flottant là où il serait trouvé, un corps qui ne referait jamais surface parce qu'il n'y avait jamais eu de corps à faire surface. Il m'a dit que c'était la seule façon qu'il avait trouvée pour faire disparaître le danger de nos vies sans nous y entraîner. Je ne le croyais pas. Pas entièrement, pas encore. Le deuil ne s'efface pas simplement parce que quelqu'un vous donne une histoire qui correspond à la forme de la douleur. Si c'est vrai, ai-je dit, alors pourquoi n'es-tu pas revenu une fois que c'était sûr? Pourquoi ai-je eu 4 ans de silence et une femme nommée Vanessa qui pense que tu as enterré une femme qui n'a jamais existé? Il n'a pas répondu tout de suite. Quand il a finalement parlé, sa voix était devenue rauque d'une manière que je me souvenais des pires nuits de notre mariage. Les nuits où quelque chose en lui se fermait comme un poing. Parce que je ne savais pas quand ce serait sûr. Et chaque année qui passait, revenir devenait plus difficile à imaginer, pas plus facile. Je me disais que je vous protégeais en restant parti. Je ne suis plus sûr maintenant de la part de vérité là-dedans et de ce qui était simplement plus facile que d'affronter ce que je vous avais fait à tous les deux. Il m'a tendu une petite clé USB, du genre qui tient dans une poche de manteau, avec une page pliée de noms et de numéros de compte manuscrits. Il m'a dit que c'était tout, le réseau de l'homme du restaurant, Aldrich Voss, la documentation qu'il lui avait fallu des années pour rassembler discrètement depuis l'ombre de sa seconde vie. Il a dit que c'était une preuve, si je voulais une preuve, qu'au moins la raison pour laquelle il avait disparu était réelle. J'ai appelé Daniel dès que Christian est parti. Il m'a pris la clé USB le lendemain matin sans un mot, disparaissant dans sa chambre avec son ordinateur portable pendant près de 3 heures. Quand il est finalement sorti, son visage avait l'immobilité particulière d'un homme se forçant à rester professionnel. C'est réel, Julia. Les comptes, les noms, les schémas de transfert, tout correspond au registre public d'expédition et de douane. Quelle que soit cette opération, elle était réelle, et elle était assez sérieuse pour que les agences fédérales aient voulu s'en mêler. J'aurais dû ressentir du soulagement. Au lieu de cela, j'ai senti quelque chose de plus froid s'installer dans ma poitrine, car les faits expliquaient pourquoi il avait disparu. Il n'expliquait pas pourquoi il avait laissé son fils apprendre à marcher, perdre sa première dent, apprendre à lire et devenir le garçon figé sur un chemin d'hôtel la nuit dernière, tout cela sans un seul mot du père qui, apparemment, l'observait à distance prudente pendant tout ce temps. J'ai posé cette question directement à Christian plus tard le même jour, et il n'a eu aucune réponse qui nous satisfasse l'un ou l'autre. Il a simplement dit qu'il était désolé, de la voix plate et épuisée d'un homme qui n'avait plus de meilleurs mots à offrir. Ce soir-là, debout à la fenêtre de ma chambre, j'ai regardé une berline noire entrer dans l'allée principale de l'hôtel, officielle d'une manière qui m'a serré l'estomac avant même que je ne voie l'homme qui en est sorti, aux épaules larges, en costume gris. Se déplaçant avec la confiance tranquille de quelqu'un dont la présence n'exigeait aucune explication. Il s'est dirigé directement vers la réception et a montré au réceptionniste quelque chose que je ne pouvais pas voir de cette distance, mais j'ai reconnu le geste, un badge ou son équivalent dans le secteur privé. La voix de Daniel m'est revenue soudainement, celle d'il y a quelques jours, un avertissement que je n'avais pas entièrement compris jusqu'à présent. Si c'est Christian, tout ce qui concerne sa mort devient un crime. Quelqu'un d'autre que nous avait finalement remarqué qu'un homme mort était encore bien vivant. L'homme de la berline noire s'est présenté à ma porte le lendemain matin comme étant Marcus Hay, un enquêteur de la compagnie d'assurance qui avait versé la prestation de décès de Christian 4 ans plus tôt. Il était courtois de la manière prudente et exercée de quelqu'un qui avait annoncé des nouvelles difficiles à une centaine de personnes avant moi, et il n'a fait aucune tentative pour adoucir la raison de sa présence. Une correspondance de données de routine, a-t-il expliqué, avait signalé une réentrée de passeport sous le nom de Christopher Reyes avec des marqueurs biométriques suffisamment proches de la photo du permis de conduire de Christian Price pour justifier un examen. Mon nom figurant sur la déclaration initiale l'avait mené directement à ma porte. Je ne lui ai pas menti. J'étais trop fatigué pour mentir à qui que ce soit. Je lui ai dit ce que je savais, bien que j'ai omis la clé USB que Christian m'avait donnée, les noms, les détails sur Aldrich Voss, ces informations appartenaient à Daniel jusqu'à ce que nous comprenions exactement ce que nous protégions et de qui. Marcus a écouté sans grande réaction, a pris des notes dans un petit carnet en cuir et m'a dit que la compagnie d'assurance ouvrirait une enquête pour fraude, quelles que soient les autres circonstances. Il a été poli à ce sujet. Cela n'a pas rendu les mots plus faciles à entendre. J'ai confronté Christian cet après-midi-là, et pour la première fois depuis l'aéroport,
je lui ai posé la question que j'avais le plus peur de poser. Avait-il touché à l'argent? 240 000 $ sur un compte destiné à l'avenir d'Ethan, construit sur le mensonge de sa mort. Il a semblé presque offensé que je doive le demander. Il m'a dit qu'il n'en avait pas dépensé un centime, qu'il ne s'en était pas approché, qu'il avait spécifiquement structuré sa disparition pour que ce compte reste intact. Un acte d'intégrité étrange et tordu, enfoui au cœur d'une énorme trahison. Daniel l'a confirmé dans l'heure. Chaque dollar était exactement là où il avait été laissé, accumulant des intérêts, non réclamés par l'homme qui aurait pu le prendre et disparaître dans un endroit bien plus confortable qu'un restaurant de centre commercial rencontrant un homme en costume mal ajusté. Alors pourquoi, lui ai-je demandé, assise en face de lui sur un banc près des cours de tennis vides de l'hôtel, l'océan bruyant et indifférent derrière nous. Pourquoi ne pas être revenu dès que tu as su que nous étions en sécurité? Tu me dis que tu nous observais. Tu savais où Ethan allait à l'école. Tu savais quand j'ai changé de travail. Ce n'est pas un homme qui se cache du danger. C'est un homme qui a choisi de rester à l'écart. Il est resté silencieux un long moment avant de répondre. Et quand il l'a fait, sa voix n'avait rien du calme exercé de nos conversations précédentes. Elle s'est brisée par endroits comme elle ne l'avait pas fait depuis des années. Pas depuis les débuts de notre mariage, quand il se laissait encore voir en difficulté. Parce que chaque année où je suis resté loin, je me disais que vous étiez mieux sans moi, que vous aviez construit quelque chose sans moi que je ne ferais que ruiner en y revenant. Et plus je me racontais cette histoire, plus elle commençait à paraître vraie, même si je pense qu'une partie de moi a toujours su que c'était juste le moyen le plus facile de continuer à me cacher de ce que je vous avais réellement fait à tous les deux. Je n'ai pas pleuré de colère. Pas à ce moment-là. J'ai pleuré de manière inattendue parce que j'avais enfin compris quelque chose sur l'homme en face de moi qu'aucune enquête n'aurait pu me montrer. Quelle que soit la protection qu'il pensait nous offrir, il avait aussi purgé une peine de sa propre fabrication. 4 ans à regarder de l'extérieur une vie dans laquelle il n'était pas autorisé à entrer. 4 ans à connaître l'école de son fils et le nouveau travail de sa femme, et à ne jamais pouvoir franchir la porte d'entrée et simplement être là. Il n'avait échappé à rien. Il s'était construit une prison d'un autre genre, y avait emménagé volontairement et avait appelé cela de l'amour. Cela ne l'excusait pas. Je veux être clair à ce sujet, même maintenant. Le deuil et le pardon ne sont pas le même courant, et je n'étais pas prête à laisser l'un m'emporter vers l'autre. Mais quelque chose en moi s'est adouci face à la forme de sa souffrance, même si le reste de moi restait furieux des années qu'il avait volées à Ethan. Ce soir-là, Marcus est revenu, cette fois avec son propre dossier, et la conversation a pris une tournure que personne d'entre nous n'avait anticipée. Le réseau financier que Christian avait fui, l'opération d'expédition d'Aldrich Voss, avait attiré beaucoup plus d'attention fédérale au cours des 2 dernières années que Christian lui-même ne l'avait réalisé en se cachant. Marcus nous a dit que les enquêteurs avaient déjà constitué la majeure partie d'un dossier en utilisant des canaux entièrement distincts des informations de Christian. Ce qu'ils n'avaient pas eu jusqu'à présent, c'était un témoin prêt à témoigner sur la manière dont l'opération avait spécifiquement menacé un citoyen privé pour qu'il simule sa propre mort afin de garder le silence. Votre mari, a dit Marcus, choisissant le mot avec soin, observant mon visage en le disant, n'était l'architecte de rien. Il était un levier. Quelqu'un l'a utilisé pour garder une opération beaucoup plus grande silencieuse. Et celui qui a orchestré le stratagème qui a rendu sa mort convaincante est la personne que nous voulons vraiment. Je suis resté assise avec cette information un long moment, la retournant. Christian n'avait pas été le méchant de cette histoire après tout. Pas exactement. Il avait été un homme effrayé et imparfait qui avait fait un choix impardonnable pour des raisons qui étaient au moins réelles. Mais quelqu'un d'autre, quelqu'un encore non nommé, encore en liberté, avait construit la machine qui avait rendu sa disparition possible en premier lieu. Et cette personne n'avait jamais eu à répondre des 4 années où mon fils a grandi sans père. Les arrestations ont eu lieu 3 semaines plus tard, après que nous soyons tous rentrés chez nous. Et le complexe hôtelier était devenu rien de plus qu'un endroit que je ne voulais plus jamais revoir. Marcus a d'abord appelé Daniel, et Daniel m'a appelé. Et en une seule conversation téléphonique, j'ai appris qu'Aldrich Voss et 2 de ses associés avaient été placés en détention fédérale pour des accusations allant du blanchiment d'argent à la fraude électronique et à la conspiration. Des accusations basées sur des registres financiers qui remontaient des années avant que Christian ne soit mêlé à l'opération. Les preuves que Christian m'avait remises dans une chambre d'hôtel, la clé USB que j'avais ramenée chez moi dans la poche de mon manteau comme quelque chose de radioactif,
était devenue une pièce d'un dossier beaucoup plus vaste que le gouvernement fédéral avait déjà discrètement constitué. Christian n'a jamais été inculpé pour quoi que ce soit en rapport avec l'opération DeVos. Les enquêteurs ont été clairs à ce sujet et ont reconnu sa coopération. Mais simuler sa propre mort, déposer de faux documents et vivre sous une identité fabriquée pendant 4 ans étaient des crimes en soi, quelles que soient les raisons sympathiques qui les sous-tendaient. Il s'est rendu volontairement la semaine après notre retour, entrant dans un bâtiment fédéral dans un costume gris qui le faisait ressembler à un étranger, et je me suis assise dans le couloir à l'extérieur, la main d'Ethan dans la mienne. Pendant que les avocats utilisaient des mots comme restitution, accord de coopération et étant purgé de manière qui signifiait très peu pour un garçon de 9 ans qui voulait seulement savoir si son père allait aller en prison pour toujours. Il n'y est pas allé. Le juge, pesant 4 ans d'exil auto-imposé contre un homme qui avait finalement aidé à démanteler une opération criminelle plutôt que d'en profiter, a prononcé une peine de probation et plusieurs centaines d'heures de service communautaire. Ainsi qu'un plan de remboursement formel pour la prestation d'assurance que la compagnie avait déjà discrètement accepté de ne pas réclamer entièrement compte tenu des circonstances. Ce n'était pas la justice dans un sens pur. C'était simplement la forme que la loi pouvait contenir. Vanessa est partie avant la fin des audiences. J'ai appris de seconde main, par des gens qui connaissaient encore des gens à l'hôtel, qu'elle était retournée dans l'Ohio, plus près de ses sœurs, et qu'elle n'avait pas parlé à Christian depuis la semaine où la vérité lui a éclaté entre les mains. J'ai parfois pensé à elle dans les mois qui ont suivi, une femme qui était tombée amoureuse d'un homme entièrement construit sur un mensonge, qui avait perdu 2 ans dans une relation qui n'avait jamais eu de vrai nom. J'espérais que, où qu'elle soit, elle avait trouvé son chemin vers quelque chose d'honnête. Christian a demandé à voir Ethan avant son premier jour de service communautaire ordonné par le tribunal, et j'ai dit oui. Bien que tout en moi hésitait encore à cette idée, je me suis dit que ce n'était pas pour Christian. C'était pour mon fils, qui méritait la chance de dire tout ce qu'il avait besoin de dire au père qu'il avait cru mort pendant 4 ans et qu'il avait appris, en une semaine étrange et désorientante, être en vie. La rencontre a eu lieu dans mon salon, de tous les endroits, le cadre le plus ordinaire pour la conversation la plus étrange de nos vies. Christian s'est agenouillé à la hauteur d'Ethan, quelque chose qu'il faisait naturellement quand Ethan était petit, et j'ai vu les années d'habitude revenir dans son corps même après tout ce qui avait changé. Il n'a pas tendu les bras pour une étreinte. Il n'en a pas demandé. Je suis désolé de ne pas avoir été là, a-t-il dit, et sa voix s'est brisée d'une manière que je n'avais jamais entendue en 12 ans de mariage. Ethan l'a regardé pendant un long moment, plus longtemps que ce qui semblait confortable, le genre de regard long et sans ciller que seuls les enfants semblent capables de donner. Et puis il a dit la phrase qui a défait quelque chose en nous deux à la fois. J'ai déjà appris à vivre sans toi. Il n'y a pas eu de larmes de la part d'Ethan. Il y a eu seulement une sorte d'honnêteté calme et stable qui m'a dit que mon fils était devenu quelqu'un de plus fort et de plus lucide que l'un ou l'autre de ses parents n'avait réussi à l'être. Christian a pleuré ouvertement, agenouillé sur le sol de notre salon, et je suis resté sur le seuil de la porte et les laissé faire, parce que ce n'était pas à moi d'adoucir ce moment pour lui. Il l'avait bien mérité. Nous ne nous sommes pas remis ensemble. Je veux le dire clairement parce que je pense que c'est important et parce que je pense que c'est la fin que notre histoire méritait réellement plutôt que celle qu'une histoire plus simple nous aurait donnée. Christian a emménagé dans un petit appartement de l'autre côté de la ville, assez proche pour rendre son service communautaire et ses visites à Ethan gérables, assez loin pour que nos vies ne se chevauchent plus par accident. Nous sommes devenus quelque chose pour lequel aucun de nous n'avait de mots adéquats. Pas des étrangers, pas un couple, juste 2 personnes liées en permanence par un garçon qui nous aimait tous les deux et par une vérité que nous avions tous les deux dû apprendre à porter différemment. Certains soirs, en regardant Ethan mettre la table pour nous 3 les soirs où Christian venait dîner, je pense à la femme que j'étais dans cet avion, certaines qu'elle perdait la tête, certaines que le deuil avait finalement brisé quelque chose d'essentiel en elle. Je pense à combien il aurait été plus simple s'il s'était vraiment noyé ce jour-là sur l'eau. Si l'histoire s'était vraiment terminée comme je l'avais enterrée 4 ans plus tôt. Mais le simple n'a jamais été vraiment vrai. Et j'ai cessé de souhaiter la version de cela qui aurait été plus facile à expliquer lors de dîner. Il y a 4 ans, j'ai enterré l'homme que j'aimais parce que je le croyais mort. Cette fois, j'ai enterré la vie que nous ne pourrions plus jamais avoir. Pas avec du deuil, mais avec quelque chose de plus proche de la paix. Christian a survécu à l'eau. Notre mariage, non. Et d'une manière ou d'une autre, accepter cela faisait moins mal que de vivre dans un mensonge ne l'a jamais fait. Je veux savoir ce que vous pensez de ce à quoi ressemblera le prochain chapitre de cette famille.
Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi d'où vous regardez ce soir. Je lis chacun d'entre eux. Nous avons tellement d'autres histoires comme celle-ci qui vous attendent. Alors, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour ne jamais manquer un moment comme celui-ci. Continuons ce voyage ensemble. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.